In a press release signed on October 17, the Embassy of Cameroon in France has announced an important measure aimed at simplifying entry procedures into Cameroon for nationals of CEMAC countries and some Swiss citizens. The visa exemption certificate is intended for holders of ordinary passports from Congo, Gabon, Equatorial Guinea, Central African Republic and Chad, allowing them to stay in Cameroon for a maximum of 90 days. The measure applies to tourists, business or family trips. It equally extends to Swiss citizens holding official passports, whether diplomatic or service passports. This decision has been positively received by the international community, strengthening the ties between Cameroon and the CEMAC member countries, while promoting greater interaction with Switzerland. The Cameroonian embassy in France emphasized that this measure was taken with the aim of stimulating exchanges between Cameroon and these regions and fostering international cooperation. According to Visa Guide Passport Index, the Cameroonian passport ranks 176th in the world as of October 2023. There are currently a total of 21 Cameroon passport visa-free countries, 27 Cameroon visa-on-arrival countries, and 1 electronic travel authorization destination. Altogether, Cameroon passport holders can enter a total of 49 destinations. Le musée national de Yaoundé au Cameroun a abrité vendredi dernier l'After-Pop du projet hip-hop Ville Durable. Le projet hip-hop Ville Durable est une œuvre engagée avec la jeunesse dans la construction d'une transmission urbaine durable et en proie à faciliter le dialogue sciences-société grâce à la formation, la réalisation vidéo, la programmation des rencontres publiques. Le projet hip-hop Ville Durable se déploie de 2022 en 2024 sur 3 pays qui sont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Soutenu par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, porté par l'Institution de recherche pour le développement et RFI Planète Radio, ce projet a plusieurs raisons d'être. Alors les villes durables, c'est un des axes scientifiques à l'IRD qui est développé autour de ce que nous on appelle des communautés de savoir. C'est-à-dire que vous avez dans ces communautés pas simplement des scientifiques, mais tous les acteurs de la société. Et cet axe se déploie sur le terrain dans les pays du Sud, comme au Cameroun, au travers du rapprochement entre la société et la science. Et c'est pour ça que ce projet d'hip-hop a été mis en place sur les villes durables avec plusieurs problématiques dont l'eau, pour lequel on débat aujourd'hui. Ce 20 octobre, l'eau était au centre du premier atelier de travail hip-hop Ville Durable au Cameroun. Un thème au centre de l'After-Pop, ville dans l'eau, ville sans eau, quelle perspective durable. De nombreuses activités ont meublé cet atelier de 2 heures. Au-delà des civilités, le public a eu droit à la diffusion de 3 capsules de 3 minutes chacune, portant sur les difficultés d'assainissement en eau dans la ville de Yaoundé. Cas de la capsule, quand l'eau a une odeur, signée d'une hip-hopeuse qui souhaite pérenniser le projet. Avec les autres hip-hopeurs, nous avons un projet de mettre sur pied d'autres projets de sensibilisation en dehors de celui de hip-hop. Mais comme je disais aussi déjà plus tôt, le projet hip-hop n'a pas de fin. Le projet hip-hop n'a pas de fin. Certes, le projet hip-hop Ville Durable s'arrête en 2024, mais le projet hip-hop est toujours là. D'ailleurs, l'année prochaine, vers la période de mars, il y a un grand concours qui est organisé où les meilleures vidéos sont primées. Donc j'invite tout le monde à y participer parce que c'est gratuit. Et c'est aussi un moyen que nous utilisons pour continuer à être actifs et à continuer à pérenniser notre action de sensibilisation. Le public a également été témoin de la prestation de la slameuse Carole Kwakep, qui elle aussi a donné du sien pour la cause de l'eau. Le public a ensuite trouvé satisfaction dans un échange de 45 minutes avec pour modérateur le coordonnateur SIA du Cameroun. Le panel, constitué d'un hygrologue, du représentant du maire de la commune de Yaoundé 3e et de 2 hip-hopeurs camerounais. C'est d'abord un diagnostic qui montre que vraiment dans les villes côtières, il y a beaucoup d'eau à cause de la mousson, qu'il y a beaucoup de pluie, beaucoup de ressources en eau, de surface et même souterraine. Mais on se rend compte qu'il manque d'eau. C'est-à-dire l'alimentation potable n'est pas suffisante. C'est des zones vraiment où l'accessibilité est très difficile.
Le projet hip-hop Ville durable, c'est 24 jeunes issus à la fois du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Le projet hip-hop milite pour la santé environnementale. Le prochain After Pop, c'est à l'Institut français de Yaoundé les 23 et 24 octobre 2023. 65,23%. In a press release signed on October 18, 2023 by the Minister of Public Health, Manauda Malachi, declared free treatment for hepatitis C in Cameroon. As part of the continuation of the national month of the fight against viral hepatitis, patients who previously paid 100,000 CFA francs to obtain the hepatitis C medication will now obtain it free of charge in state hospitals. It's a breath of relief for people suffering from this disease, which is a viral infection that causes liver damage. According to experts, hepatitis C virus can be contracted through exposure to blood from unsafe injection practices. It is a major public health problem in sub-Saharan countries, in particularly in Cameroon, which is thought to have one of the highest prevalences of hepatitis C virus infection in the world. In 2018, the prevalence rate was around 4.9% among adults. Elders, pregnant women, blood donors, healthcare workers, patients on hemodialysis, and homozygous sickle cell patients have been identified as risk groups. Not clear if these free treatments will continue indefinitely. The government says its goal is to ease people's access to treatments for the deadly disease. As a result, patients suffering from this disease are called upon to get closer to the nearest treatment site. Le président tchadien de la transition, Mahamat Idriss Déby, est arrivé à Paris ce mardi, 18 octobre, pour une visite de travail de quelques jours. Alors que les convois de soldats français quittent actuellement le Niger, transitant par le Tchad, la coopération sécuritaire et militaire entre les deux pays est au centre de la rencontre entre le président de transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, et le locataire de l'Élysée à Paris, Emmanuel Macron. Ces dernières semaines, plusieurs appels au départ des militaires français ont été lancés par les groupes de militaires tchadiens. Lundi dernier, sur les antennes de RFI, l'opposant Succès Masra a estimé qu'il s'agissait du crin de l'histoire et donc la coopération devrait être mieux organisée. Ce rendez-vous à Paris intervient alors que les autorités tchadiennes continuent de chercher du soutien à l'étranger pour poursuivre la transition. L'organisation du référendum de décembre, chiffré à 53 millions de dollars, en plus du budget des élections présidentielles de l'an prochain, estimé à 260 millions de dollars. Mahamat Idriss Déby souhaite également être accompagné par la France pour mobiliser les bailleurs de fonds. Au Tchad, les opérateurs économiques nationaux plaident pour le paiement de la dette de l'État estimée à 1000 milliards de francs CFA. Le Conseil national tchadien estime qu'avec la hausse des revenus pétroliers constatée ces 3 dernières années, le gouvernement devrait commencer à honorer ses engagements en termes de dette extérieure accumulée au fil des années. Alors que le secteur privé du pays était considéré par le passé comme l'un des grands prévôts de la richesse et de l'emploi, la situation économique limite fortement le rendement du dit secteur. Les opérateurs économiques dénoncent de ce fait le manque de vision du gouvernement pour les investissements à long terme. Si la dette extérieure est payée, l'économie va booster, l'État va gagner de l'argent, les entreprises vont aussi gagner de l'argent. Parce que la dette intérieure, ça nous préoccupe beaucoup et nous, on pense que l'État nous doit plus de 1000 milliards. Et jusque-là, rien, on n'a pas fait un effort pour chiffrer cette dette intérieure. Le gouvernement assure, malgré tout, faire son possible pour relancer l'économie et financer l'entrepreneuriat. Nous sommes dans une phase de croissance. L'État, dans sa globalité, a remis en place, à l'époque, il y avait les 16 mesures. Les fonctionnaires gagnent mieux, il y a eu beaucoup plus d'emplois, il y a énormément de projets qui ont été lancés. Il y a beaucoup d'industries qui se sont créées, dont la consommation dans notre pays a plus que doublé. Donc le marché est là. Donc c'est le moment d'investir. Le gouvernement a créé pour cause les zones économiques spéciales pour attirer les investissements directs étrangers
en vue de promouvoir la diversification de l'économie et favoriser l'exploitation des produits locaux. Le 12 juin 2023, on se souvient encore, le chairman Ni John Froundi quittait la scène politique camerounaise après avoir passé 32 années à la tête de son parti politique, le Front social-démocrate SDF. L'opposant historique laissait derrière lui son dauphin Joshua Nambangi aussi, âgé de 54 ans comme premier vice-président du SDF. À moins de 2 ans des prochaines élections présidentielles, la formation politique SDF semble ne pas être d'avis que son candidat à la dernière course au fauteuil présidentiel, Joshua Nambangi aussi, prenne les rênes du parti. Gordon Zama, Jester Shewa ont dévoilé leur intention de diriger le leader des partis politiques d'opposition au Cameroun. Les 27 et 28 octobre 2023 marqueront l'histoire du SDF. Un nouveau président national sera élu au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les 3 candidats à la tête du Front social-démocrate SDF ont chacun déposé une caution de 7 millions de francs CFA pour briguer ce poste longtemps resté la chasse gardée du feu Ni John Froundi. Une caution qui autrefois s'élevait à 50 000 francs CFA. Le Front social-démocrate SDF est le premier parti politique d'opposition au Cameroun. Il a été créé le 26 mai 1990 par son unique président national, Ni John Froundi, au lendemain du retour au multipartisme au Cameroun. Militer pour un monde meilleur fondé sur une organisation sociale harmonieuse et sur la lutte contre les injustices sont ses idéaux. Son siège social se trouve à Yaoundé. 4 fois, le SDF s'est présenté aux élections présidentielles. En 1992, il occupe le 2e rang avec 36,0% des voix. En 2004, il n'a que 17,40% des voix et en 2011, il conserve la 2e place avec 10,71% des voix à l'issue de l'élection présidentielle. 2018 va par contre sonner comme l'année de déclin du Front social-démocrate. Pour la première fois, le SDF présente un autre candidat à l'élection présidentielle. Joshua Nambangi aussi, âgé de 54 ans, ne remporte que 3,35% des voix pour le 4e rang. Joshua Nambangi aussi est un natif de Kumba au Cameroun et député à l'Assemblée nationale. Il est âgé de 54 ans et assure la vice-présidence du Front social-démocrate SDF depuis plus de 10 ans. L'on se demande bien qui sont les 2 autres protagonistes. Despite its low contribution to greenhouse gas emissions, Africa remains the most vulnerable continent to climate change. The continent has low adaptive capacity and faced with a number of interlinked challenges, making it exposed to damaging climate risk because of high rates of poverty, financial and technological constraints, as well as a heavy reliance on rain-fed agriculture. Déjà, le changement climatique est l'ensemble des variations de température et des conditions météorologiques en un lieu donné sur le long terme. Maintenant, parlons d'idéologie africaine du changement climatique. Je dirais à ce niveau qu'il n'y a pas d'idéologie standardisée ou institutionnalisée du changement climatique. Mais il y a plutôt des avis personnels et individuels sur la question. D'aucuns diront que le changement climatique est un épiphénomène occidental important en Afrique. Ça, c'est la conception la plus vulgaire et mondaine de la chose. Mais il conviendrait déjà à cet effet que les gens sachent que la question du changement climatique concerne tout le monde. Nous sommes tous des pollueurs nés. À cet effet, il conviendrait que nous menions des actions qui puissent mettre moins de pression sur notre environnement, que nos activités génèrent moins d'impact et moins d'incidence sur l'environnement. Déjà, l'Afrique, au niveau, si je peux dire, gouvernemental,
mène des actions dans la lutte contre le changement climatique. À cet effet, nos gouvernements et nos États mettent sur pied des normes et des législations. Comme au Cameroun, nous avons la loi cadre de 96/12 du 5 août 1996 sur la gestion de l'environnement au Cameroun, qui énonce un certain nombre de pratiques usuelles qui doivent être implémentées quant à la gestion de l'environnement et tout ce qui va avec. Et elle encourage à cet effet aussi les actions privées dans une fonction d'assistance, de capacitation et de renforcement de l'action publique. Donc, à cet effet, tout en respectant la législation en vigueur, tout le monde peut mener des actions qui contribuent à préserver, à protéger notre environnement. Preserving our forests means preserving our nature. How can we analyze the fact that those who say they are fighting deforestation are exploiting the wood that comes from Africa? Je vais dire que les Occidentaux déjà sont restés dans la logique des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses qui caractérisaient la période allant de Seconde Guerre mondiale 1945-1973, où tout était basé sur la recherche effrénée du gain, le capitalisme, le développement industriel et tout ce qui va avec. Du coup, le discours économique à leur niveau prône sur le discours environnemental, peu importe tous les colloques qu'on peut faire, les séminaires et autres. C'est ça qui est la vérité en fait. Donc du coup, on ne risque pas de sitôt de les voir arrêter d'utiliser notre bois, mais la question qu'on peut aussi se poser outre mesure, c'est de savoir, nous, pourquoi est-ce que nous continuons à les laisser exploiter notre bois? En d'autres termes aussi, sommes-nous juste les gardiens de ce bois? In order to compensate financially with what we have lost by preserving the forest, experts have been put in place. Déjà à ce niveau, je dirais qu'en Afrique, nous avons la COMIFAC, ou en d'autres termes, la Commission des forêts d'Afrique centrale, qui est en charge de la gestion durable des forêts des bassins du Congo et de la préservation des écosystèmes qui en dépendent et qui vivent des produits forestiers. Donc, ils ont à la charge effectivement de s'occuper de tout ce qui concerne les questions relatives aux forêts. Néanmoins, aussi dans la résolution 54/214 de l'Assemblée générale des Nations unies du 1er février 2000, les Nations unies encouragent la communauté internationale et les invitent à financer, à apporter un soutien matériel et technique à la Commission. Donc, dans cet ordre d'idées, on pourrait déjà dire que la Commission, en effet, dispose d'un appareillage technique pour pouvoir mesurer cette compensation s'il fallait en faire, ou faire un audit s'il fallait en faire. Et aussi, pour soutenir son action, en novembre 2010, elle a adopté des lignes directrices quant à la participation des populations autochtones et des ONG dans la gestion durable des forêts. Elle reconnaît le rôle et l'action des ONG sur le terrain comme partie prenante de la gestion durable des forêts. All those seem not to be anthropogenic, but part of a natural cycle. Climate skeptics contradict the scientific consensus on climate change, including the extent to which it is caused by human actions. But however, climate change seems to have occurred very rapidly in our era compared to earlier periods. Therefore, it cannot be denied that our human activities have greatly contributed to this change, as said by Lyacinthe Talla. Les climato-sceptiques se basent sur un nombre de phénomènes historiques, proto-historiques et préhistoriques pour fonder, sur lesquels ils fondent leur thèse, autant pour moi. À savoir notamment avec les grandes périodes de variation climatique qu'il y a eu dans notre histoire, à savoir, premièrement, on a eu le Paléocène, où à cause d'une intense activité volcanique,
qui faisait fondre les hydrates de méthane. Ce méthane était donc répandu dans l'air et réchauffait l'atmosphère. À un point, on atteignait des pics de 5 degrés de température, 5 degrés Celsius de température globale terrestre, ce qui est énorme. Ensuite, on a eu la deuxième période avec l'Éocène, où on atteignait des pics de 7 à 10 degrés Celsius. Ça, ce sont les grandes périodes de réchauffement intense. Maintenant, on a eu les périodes de refroidissement, où on a l'Oligocène, où il y a eu des chutes graves et brutales de température, avec une extinction massive des espèces. Et ensuite, maintenant, on a donc eu la période qui suivait, qui est l'Holocène. C'est la période glaciaire la plus récente, qui date environ de, je crois, 115 000 ans environ de notre ère, qui vraiment était une période glaciaire globale. Toute la planète entière était concernée, était vraiment froide, très froide. C'est après cela que la Terre a commencé à se réchauffer peu à peu. Bon, là, on parle de milliers d'années. Au moins, ça ne s'est pas passé en une journée. Donc, c'est au vu de tous ces aspects. Et déjà, les grandes périodes de changement climatique que j'ai citées ne sont pas les seules. J'ai juste pris quelques exemples. Donc, c'est au vu de ces périodes qu'ils se disent, mais tiens, la Terre suit son schéma normal, son cycle naturel de variation de température. D'où ils n'accordent aucun crédit au fait que ce soit les activités humaines qui soient à l'origine de ce changement climatique. Mais qu'à cela ne tienne, que leur théorie soit fondée ou pas, du fait que nous sommes des humains et que cela se passe à notre ère, si l'on peut un temps soit peu influencer la hausse des températures en la remenant plus bas ou en la maintenant à un niveau stable et vivable, il incombe de notre devoir de le faire. Educating our children on eco-gestures is one of the measures ought to be adopted as an eco-citizen by applying environmental protection principles. Nous avons mis sur pied un groupe de jeunes professionnels de l'environnement et moi, nous avons mis sur pied une initiative qu'on a baptisée Global Insight, qui fait à vocation environnementale, qui fait dans l'éducation environnementale. Parce que la base, comme nous l'avons constaté au Cameroun et dans nos sociétés, c'est l'éducation. Les populations manquent d'éducation environnementale, d'une éducation éco-citoyenne. Cette éducation vise à leur inculquer des rudiments sur les éco-gestes à adopter au quotidien. Rappelons aussi que les éco-gestes sont des gestes qui visent à réduire la pression sur l'environnement au quotidien. Il n'y a pas de petits gestes quand nous sommes 23 millions de Camerounais environ. Donc si nous tous, nous mettons la main à la pâte, on se retrouvera en train d'avoir des effets, des conséquences positives colossales en matière de protection de l'environnement. Et il faut bien commencer quelque part. Nous-mêmes, avant d'être là où nous sommes là, on passe d'abord par la maternelle. Ensuite, le primaire, le secondaire et les études supérieures. Il faut bien commencer quelque part. Inculquons-leur d'abord cette éducation environnementale pour qu'ils puissent adopter des comportements éco-responsables. Ensuite, la conscience de l'éco-citoyenneté sera suscitée. Tout ce qu'on enseigne à un certain moment donné devient en nous ou crée en nous un processus et des mécanismes automatiques qui nous poussent à réagir selon notre formation, notre éducation de base. Preserving our environment and making it a safe place to live. The responsibility for fighting climate change today must depend on each and everyone. Everyone has to fight at his or her level to work on this. It should not be the role of the state alone, as everyone suffers from the consequences. Likewise, there is no small gesture when we are 23 million Cameroonians.